Hello friends, my name is Aladdin. Aujourd'hui, nous allons expliquer le cours de l'accident vasculaire cérébral ischémique. C'est toujours avec la neurologie. Oh yallah, bismillah. I have no relevant disclosures except for the fact que le cas clinique que j'avais utilisé est virtuel. Il simule la réalité, but keep in mind that we're not trying to complete a vascular neurology fellowship in just one lecture. C'est une vidéo qui va simplifier les choses pour les étudiants en médecine et les praticiens généralistes. Alright? À part ça, the approach follows highest quality available evidence, so I'm not gonna talk about only what's available on our level ولا غير هنا en Algérie, because we do not really have the best approach vu que les capacités des hôpitaux تاعنا ماشي vraiment capable باش يجيريو un AVC convenablement. Donc حنايا نقراو la conduite à tenir correcte qui va suivre les recommandations internationales de 2026 publiées par l'American Heart Association, American Stroke Association. ويلا بسم الله. I have to disclose aussi باللي le contenu de cette présentation est basé sur le livre Neurologie pour externes que vous pouvez procurer dès maintenant. OK? For the work plan, le plan du cours, premièrement, on va présenter le cas clinique d'un. Après, on va parler un petit peu des généralités à propos de l'AVC ischémique. On va définir c'est quoi un AVC ischémique, on va dire quelques mots sur la physiopathe, etc. So, après, on va parler des étapes de la prise en charge. Donc, c'est une conduite à tenir. C'est un cours magistral et qui va servir sur le plan de l'ECOS aussi comme une bonne conduite à tenir en cas de cas clinique ou là, peu importe. Donc, on va parler du management à l'admission comme première étape. Et puis, quand le premier objectif de notre prise en charge est réussi, on va passer à la réanimation. Donc, le patient va avoir un séjour en réanimation pour traiter les complications de son AVC ischémique après la reperfusion. Et puis, on va déterminer le mécanisme et l'étiologie de son accident vasculaire cérébral ischémique. Et qui dit mécanisme et étiologie dit prévention des récidives. Et enfin, on va terminer par un algorithme qui va, on va dire, summarize everything. C'est la conduite à tenir qui va résumer toute notre présentation, Inch'Allah. Let's begin with the case. So, عندنا un homme âgé de 74 ans qui présente à l'anamnèse une notion d'alcoolisme, de tabagisme chronique, une coronaropathie suivie chez un cardiologue avec HTA, diabète de type 2, le patient est sous bisoprolol, c'est un bêta-bloquant if you don't know, sous IEC, inhibiteur de l'enzyme de conversion type l'ésinopril, et aspirine, statine, metformine. Statine et aspirine, c'est pour le risque vasculaire, et metformine, c'est pour le traitement de son diabète de type 2. À la présentation, le patient présente une légère désorientation temporo-spatiale, une aphasie motrice, une paralysie faciale centrale droite et une hémiparésie droite. Last time known well, on va expliquer cette notion par la suite, il y a 5 heures. Petite question, quel est le diagnostic différentiel ou bien quels sont les principaux diagnostics à évoquer? Well, this is a ischemic stroke talk, so maybe accident vasculaire cérébral is on the list. Ça, c'est sûr. Mais, devant un syndrome neurologique focal évolué en moins de 24 heures, avant d'entamer la conduite à tenir devant un AVC, éliminer une hypoglycémie, mais aussi, il faut penser aussi d'autres étiologies, d'autres causes, comme la paralysie de Todd, qui est un phénomène qui s'explique par une paralysie suivant une crise épileptique focale qui intéresse le cortex frontal. Les processus expansifs comme les tumeurs cérébrales et les abcès cérébraux ou bien les hématomes, peu importe,
qui peuvent engendrer un effet de masse, mais aussi un syndrome focal en rapport avec la localisation de cette masse ou de ce processus expansif. Quelques autres étiologies peuvent être à l'origine, comme l'aura migraineuse, mais avant de parler d'une aura migraineuse, il faut bien sûr passer par les urgences. Quelle est la conduite à tenir, given the fact that l'accident vasculaire cérébral est le premier diagnostic à évoquer? Je vous laisse réfléchir et on passe en généralité sur l'AVC ischémique, the basics of the basics. Pour définir un accident vasculaire cérébral, l'AVC ischémique est une urgence neurovasculaire extrême, time is brain, et qui dit accident vasculaire cérébral ischémique dit une occlusion brutale d'un tronc artériel irriguant le cerveau, qui va aboutir par la suite à une ischémie dite systématisée, donc qui va suivre le territoire de l'artère occluse, et cette occlusion va aboutir à un handicap suite à une nécrose de liquéfaction du territoire irrigué qui devient hypoperfusé, on va dire. Ça va créer ce qu'on appelle une nécrose de liquéfaction dite ischemic core, ou bien le corps ischémique, qui est une zone de nécrose irréversible, avec une zone dite pénombre, qui est une zone réversible si traitée à temps. Donc, le premier objectif de notre prise en charge sera la récupération de la pénombre. Un petit mot sur l'épidémiologie. Ici en Algérie, nous avons 55 000 à 60 000 cas enregistrés chaque année approximativement, avec un sex ratio dominé par les hommes, donc 2 hommes pour une femme. Et pour parler des facteurs de risque, il existe des facteurs de risque qui sont non modifiables, comme l'âge, le sexe, l'ethnie, les antécédents familiaux d'AVC. Les antécédents, c'est clair, c'est une composante génétique des facteurs de risque. L'âge, donc à peu près plus de 50 ans chez les hommes et après la ménopause chez les femmes. Le sexe, nous avons dit que les hommes sont beaucoup plus intéressés par l'AVC ischémique que les hommes, que les femmes, pardon. L'ethnie, la race noire, fait beaucoup plus d'AVC que la race blanche caucasienne ou asiatique. D'autres facteurs sont modifiables comme l'HTA et le diabète. L'HTA est un facteur directement lié à l'accident vasculaire cérébral. Il peut être l'étiologie directe ou bien un facteur favorisant. Les dyslipidémies, le tabagisme et l'hygiène de vie. Ça, c'est clair. Alors, maintenant, on parle des objectifs de notre prise en charge ou de notre conduite à tenir. Quel est le premier objectif de notre prise en charge? Alors, le premier objectif dans la prise en charge d'un accident vasculaire cérébral est de reperméabiliser l'artère occluse pour récupérer la zone de pénombre qui est récupérable et avoir une amélioration clinique. Donc, le premier objectif, c'est d'ouvrir la porte, on va dire de lever l'obstacle. Deuxième objectif, c'est de traiter les complications. C'est le séjour en réanimation. Après le traitement des complications, la prévention d'une transformation hémorragique ou bien peu importe quelle complication présente notre malade, les axos, etc. On va expliquer par la suite. Puis le patient va sortir avec une ordonnance de sortie et une lettre de demande d'examen complémentaire qui vont explorer les principales étiologies que peut présenter notre patient pour son épisode d'AVC ischémique pour prévenir la récidive. Alright, we start with the first objective qui est le management à l'admission, donc le traitement ou bien la reperméabilisation. Say we have this patient, عندنا l'interrogatoire, après on va faire l'examen clinique, etc. À l'interrogatoire, il faut préciser le temps d'installation ou la dernière heure de constatation normale, la last time known well. So, et là, le patient, il sait à quelle heure les symptômes ont commencé. On dit temps d'installation des déficits. Et là, il ne sait pas. Il doit préciser le dernier moment constaté normal. Donc, le baseline, شحال il dure.
Donc, par exemple, quelqu'un qui présente un déficit moteur qui s'est installé il y a 2 heures, il le sait. S'il ne sait pas, on va dire à quelle heure compte normal. Par exemple, la dernière fois, il se souvient être normal, ou là, son déficit, il y a par exemple 7 heures, peu importe. Ça, c'est un interrogatoire qu'on va préciser. Deuxièmement, on va chercher les antécédents, surtout thromboemboliques, hein, pour déterminer the likelihood of stroke, ou là, à quel point on doit suspecter l'AVC ischémique. Parce que parfois, on peut penser qu'il s'agit d'un AVC ischémique, mais enfin, ce n'est pas le cas. Alors, il faut préciser le risque, à quel point on doit le suspecter, et puis est-ce que le patient a présenté un traumatisme crânien récent ou là aujourd'hui? C'est normal qu'un patient présente un AVC ischémique, un déficit moteur, tombé et présenter un trauma, surtout crânien, ou là, euh, dans le dernier mois, ou là, un traumatisme récent, traumatisme majeur, surtout crânien, qui va contre-indiquer de façon absolue la thrombolyse intraveineuse. On va demander qu'il précise est-ce qu'il a pris des médicaments, par exemple les anticoagulants, parce que la prise d'anticoagulants, dans certains cas, va contre-indiquer la thrombolyse intraveineuse. Il faut évaluer aussi l'état neurologique de base, parce qu'un patient qui présente une démence avancée et qui est confiné au lit et qui commence à présenter un déficit moteur, qu'il présente un AVC ischémique réel, on ne va pas le traiter parce qu'on va avoir aucune récupération clinique. Le patient n'a aucun pronostic to begin with. Secondo, on va passer à l'examen clinique. Il faut préciser les constantes شحال راهم et réaliser un ECG à tout prix. Tension artérielle, si elle est très élevée, on traite selon la cible. Si elle est basse, bon, ce n'est pas vraiment le cas ici parce qu'il y a une hypertension artérielle réflexe. Le CG, pour préciser par exemple s'il existe une origine cardio-embolique. Donc, il faut rechercher un rythme non sinusale, par exemple la fibrillation atriale qui se traduit à l'ECG par des trémulations anarchiques dans la ligne de base, sans retour à la ligne isoélectrique avec absence totale d'une onde P sinusale. Bien sûr, le rythme est irrégulier. Parfois, on doit faire un traitement. On va instaurer un traitement pour cette FA ou là, probablement tachypnée, peu importe. Donc, il faut faire un ECG. Et puis, il faut faire un dextro, là, une glycémie capillaire. La glycémie capillaire est très indispensable parce qu'il faut contrôler la glycémie. On va donner un petit mot à propos du contrôle de la tension artérielle et de la glycémie un peu plus tard. Mais retenez qu'on doit réaliser ces deux examens-là. Donc, il faut faire un examen neurologique rapide, surtout l'examen des pupilles, l'examen des... si le patient est comateux, surtout, il faut réaliser un examen des pupilles, rechercher des signes de mort cérébrale, les postures de décortication, de décérébration, etc. Et faire un examen neurologique complet pour établir un score de NIH-SS ou là NIH Stroke Scale, ou là le score de l'Institut national de la santé pour parler de la notion d'un déficit handicapant. Qu'est-ce qu'un déficit handicapant ou la disabling deficit? Il faut savoir qu'on ne doit pas donner une thrombolyse intraveineuse ou bien un traitement endovasculaire comme la thrombectomie endovasculaire si le patient présente un AVC dont le score NIH Stroke Scale n'est pas supérieur à 5. Bien sûr, il existe des exceptions, mais retenez à votre niveau cette notion. Le score NIH Stroke Scale doit être strictement supérieur à 5 pour parler d'un déficit neurologique handicapant et qui mérite qu'on instaure un traitement thrombolytique intraveineux ou bien endovasculaire. Donc, il y a aussi le ratio bénéfice-risque qui est mis en jeu ici parce que le patient peut ne pas présenter un déficit qui est vraiment handicapant, qui nécessite
le risque hémorragique de la thrombolyse et donc on va donner aucun traitement. OK? Pour l'examen neurologique rapide, bien sûr, il faut retenir qu'on doit rechercher une anisocorie ou bien un réflexe photomoteur aboli, surtout chez les comateux. L'anisocorie, surtout pour rechercher des signes d'engagement cérébral. La réponse motrice, comme la décortication et les décérébrations en cas de coma. Et le score on a stroke scale are the deficits disabling. Donc, avant de parler d'un traitement intraveineux, il faut qu'il mérite un traitement. Voilà. Voici un exemple d'une mydriase bilatérale réactive chez une patiente comateuse qui a présenté un AVC sylvien malin. C'est un signe de mort cérébrale, mais on va entamer le diagnostic de la mort cérébrale dans une autre vidéo. OK? À l'examen clinique, notre patient présente une aphasie de Broca, une hémianopsie latérale homonyme, une hémiparésie avec paralysie faciale centrale, une ophtalmoplégie et un déficit sensitif mixte. Petite question, quel territoire artériel s'agit-il? Cette vidéo n'est pas une vidéo d'anatomie vasculaire. Ce sujet va être le topic d'une autre vidéo, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, on va expliquer le territoire vasculaire sylvien. Petit mot sur le score Night Stroke Scale. Il faut savoir que le but de ce score, ce n'est pas uniquement d'établir la notion de déficit handicapant ou la disabling deficits, mais aussi pour augmenter the stroke likelihood, اللي هضرنا عليها من قبل, qui est le risque que la symptomatologie que présente notre patient soit liée réellement à un AVC. Donc, le score HADA, il va attribuer les symptômes à une telle artère, et qui dit une telle artère coupable, dit vraiment un AVC qui est beaucoup plus probable. Voici une coupe axiale d'une TDM cérébrale avec du couleur inversée et un code couleur pour les artères cérébrales. Le rouge pour l'artère cérébrale moyenne superficielle, le violet pour la profonde, le bleu pour l'artère cérébrale postérieure, le jaune pour l'artère cérébrale antérieure et le pink pour l'artère choroïdale antérieure. OK? Donc, nous avons dit que le territoire de notre patient est un territoire cérébral de l'artère cérébrale moyenne de l'hémisphère dominant, qui est l'hémisphère gauche chez la majorité des personnes. Et la notion de dominance va nous expliquer qu'il existe deux variantes de ce syndrome sylvien. OK? Donc, par exemple, nous avons l'atteinte du cortex frontal et le cortex temporal qui vont donner une aphasie, soit de Broca, soit de Wernicke, respectivement, en cas d'atteinte de l'artère cérébrale moyenne dominante, de l'hémisphère dominant. L'hémianopsie latérale homonyme pour le cortex, les projections visuelles du cortex sur le cortex temporal. Nous avons l'hémiparésie avec la paralysie faciale centrale et l'ophtalmoplégie en cas d'atteinte des voies motrices et les voies oculomotrices passant par la capsule interne et le cortex temporal. Le déficit sensitif à tous les modes, ou le déficit sensitif mixte en cas d'atteinte pariétale, et l'héminégligence en cas d'atteinte de l'artère cérébrale moyenne non dominante qui, qui, qui concerne le lobe pariétal plutôt. OK? Petite question. What if le scénario يتقلب et le patient soudainement ne présente plus de déficit? What if les symptômes disparaissent? I can hear you screaming at the screen, saying باللي que c'est un AIT, accident ischémique transitoire. It could be the case, mais avant de parler d'un accident ischémique transitoire, il faut bien sûr établir un risque qu'il soit un AIT. On ne va pas mettre tout le monde sur une double anti-agrégation plaquettaire, hein.
il faut rechercher une hypoglycémie. C'est le biggest stroke mimic. L'hypoglycémie est à éliminer et c'est médico-légal. Deuxièmement, si la symptomatologie est dominée par un vertige et que vous pensez à un AVC de l'artère basilaire ou bien des branches cérébelleuses du tronc vertébro-basilaire, il faut éliminer que ce syndrome vestibulaire soit d'origine périphérique. What if il s'agit d'une épilepsie focale? Et what if c'est une aura migraineuse d'une migraine compliquée? Donc, il faut éliminer ces diagnostics et pour ce faire, ou là pour établir un risque qu'il soit un AIT, on va se baser sur le score ABCD2 score. Bon, ABCD2, donc il y a un critère A, un critère B, C et deux critères D. A for age over 60. B for blood pressure over 140 under 90 millimeters of mercury on presentation. C, clinical features of transient ischemic attack. Vous avez un point ou là deux points. Tout dépend le clinical features. Qu'est-ce que le clinical features du transient ischemic attack? C'est la symptomatologie typique d'un AIT. Elle est dominée par les troubles de la parole, comme l'aphasie, et les troubles les déficits moteurs unilatéraux. Il faut insister sur un déficit moteur unilatéral. Il va vous donner 2 points. Et le trouble du langage, 1 point. OK? Donc, si le patient présente d'autres symptômes, vous ne rajoutez pas de points pour le score et il est peu probable qu'il s'agisse d'un AIT. Hein. Pour la durée, entre 10 et 60 minutes, c'est 1 point. Et over 60 minutes, c'est 2 points. Donc, si la symptomatologie dure plus de 60 minutes avant qu'elle se régresse, on va ajouter 2 points à notre score ABCD2. Et le deuxième D, c'est diabetes. Si le patient est âgé plus de 60 ans, se présente avec hypertension artérielle, avec un trouble du langage et un déficit moteur unilatéral, une durée dépassant les 60 minutes et le patient est diabétique, le score est très en faveur d'un AIT et le traitement n'est pas la thrombolyse, mais plutôt dual antiplatelet therapy ou bien la double anti-agrégation plaquettaire à dose anti-agrégante bien sûr, mais chez anti-inflammatoire pour l'aspirine, donc 100 mg, et le clopidogrel qu'on va instaurer et associer à l'aspirine. Alright? Back to our patients. Patient de 74 ans avec facteur de risque d'épisodes cérébrovasculaires multiples, la tension artérielle à la présentation 17,5, 9, glycémie à 1,4, avec syndrome sylvien gauche complet, le NIH Stroke Scale est à 18. N'essayez pas de calculer le score, j'ai tiré Borg, donc c'est pas très important, mais you get the point. Baseline ou the time last known well, il y a 5 heures. Quelle est la prochaine étape de notre prise en charge? Là, il faut demander une imagerie pour exclure l'AVC hémorragique et pour établir encore plus un risque d'AVC ischémique. Alors, je vous pose une petite question. Est-ce qu'on demande une TDM cérébrale ou bien une IRM cérébrale? La TDM cérébrale a ses indications et l'IRM a ses indications, mais dans l'urgence, il faut commencer par la TDM. L'imagerie TDM avant, ou là, pardon, dans l'AVC ischémique, on peut demander une TDM sans produit de contraste, une TDM avec produit de contraste type angio-TDM, phase artérielle, et une TDM de perfusion. Premièrement, TDM sans produit de contraste. Elle va éliminer avec très forte sensibilité l'hémorragie et donner des signes indirects d'ischémie cérébrale. Elle va aussi nous servir pour calculer ce qu'on appelle le score aspects. On va expliquer ça dans une minute. Voici une coupe axiale
TDM cérébral sans injection de produit de contraste, elle passe par les ventricules latéraux. Alright, c'est une coupe un peu haute. Qu'est-ce que vous remarquez comme anomalie? Bon, c'est écrit, c'est une hypodensité systématisée avec les sillons corticaux qui sont effacés. OK? Cette hypodensité, quelle est son explication? Nous avons une cellule neuronale corticale constituant pardon, le cortex cérébral, la substance grise. C'est une cellule, donc elle a une membrane plasmique. Et dans la membrane plasmique, nous avons ce qu'on appelle la Na+, K+, ATPase. En cas d'ischémie, on ne peut plus produire l'ATP parce que la production de l'ATP va dépendre de la chaîne respiratoire. Et la chaîne respiratoire nécessite de l'oxygène. Donc, en cas d'ischémie, il n'y a pas d'ATP. Pas d'ATP, la Na+, K+, ATPase ne peut plus fonctionner. Si la Na+, K+, ATPase ne fonctionne plus, le Na+, ne peut plus sortir contre son gradient de concentration en dehors de la cellule. Et qui dit Na+, dans la cellule, dit de l'eau qui va le suivre et qui va gonfler les cellules. Et on parle d'œdème cytotoxique. Et donc cyto, donc à l'intérieur des cellules, toxique, donc c'est un œdème qui va être toxique pour les cellules. Alright, c'est très clair, c'est très simple. Donc il va détruire, il va gonfler les cellules. Et comme vous avez dans cette image le LCR à l'intérieur des ventricules et dans les scissures, il est hypodense spontanément. Et quand la cellule est gonflée par de l'eau et possède un œdème cytotoxique, il y a beaucoup d'eau ici, donc ça va devenir spontanément hypodense et systématisé, c'est pour le territoire artériel. Donc on peut dire qu'il s'agit d'un signe indirect de l'ischémie cérébrale, on va dire indirect et non spécifique, parce que l'hyponatrémie, par exemple, elle peut vous donner exactement la même chose. Voici un autre exemple d'une hypodensité systématisée en rapport avec une ischémie artérielle. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Il y a ce qu'on appelle une hyperdensité spontanée d'une artère qui est localisée dans la fissure sylvienne. Et l'artère qui vit dans la fissure sylvienne, c'est l'artère cérébrale moyenne. Ce signe est appelé dense vessel sign et qui est un témoin d'une occlusion aiguë de l'artère. Donc l'occlusion aiguë d'une artère cérébrale va se manifester dans les phases aiguës par une artère spontanément hyperdense et ça va donner ce qu'on appelle le dense vessel sign. C'est un signe très en faveur d'un AVC ischémique et voilà. Voici un autre exemple d'un dense vessel sign sur notre image. Le score aspect, c'est quoi? C'est un score qu'on utilise pour calculer la possibilité que l'artère coupable soit une artère majeure ou bien large, ou ce qu'on appelle la probabilité qu'elle soit une large vessel occlusion ou la LVO. Donc, plus le score aspect est bas, plus l'artère est plus large, et donc le territoire de l'ischémie est plus grand. Mais ce n'est pas un score qui va prédire les outcomes. Donc, si le score est très bas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas traiter le patient ou là, le patient va pas s'améliorer après traitement. Ça, c'est prouvé par des données d'études scientifiques récentes. Deuxième modalité, c'est l'angio-TDM. L'angio-TDM, basically, elle va visualiser le vaisseau coupable. Donc, on peut savoir quelle artère et ça va servir beaucoup dans les traitements endovasculaires. Donc, avant de passer vers l'angiographie cérébrale, on peut savoir à peu près où se localise l'artère coupable à l'origine de notre symptomatologie. Deuxièmement, on va dire guider l'intervention endovasculaire.
Troisième modalité, la TDM de perfusion. واش دير؟ Elle va vérifier la viabilité cérébrale. Donc, on va parler de ce qu'on appelle la viabilité du tissu cérébral. Par exemple, un patient qui se présente hors délai de la thrombolyse et la TDM de perfusion va nous donner ce qu'on appelle le rapport zone pénombre sur zone infarctus. La zone de pénombre est la zone qu'on va dire qu'elle est récupérable. Et donc, si le patient est hors délai temporel, il est dans le délai tissulaire. Donc, son tissu est récupérable même hors délai parce que la cinétique des AVC ischémiques n'est pas la même chez tous les patients parce que ce n'est pas tout le monde qui présente les mêmes branches collatérales développées, etc. Donc, les comorbidités ne sont pas toujours les mêmes, l'âge n'est pas toujours le même, etc., etc. Il y a plusieurs facteurs incriminés dans cette notion, mais retenez que même si le patient se présente hors délai, si on fait une TDM de perfusion et on tombe sur une zone de pénombre récupérable, on doit traiter le patient et ça va élargir ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique. On va expliquer plus dans une minute. Voici une petite coupe coronale. Voici la zone infarctus qui est immédiatement irriguée par l'artère. Et voici la zone de pénombre qui est récupérée. Et c'est un TDM de perfusion qui va nous permettre de savoir où se localise cette zone. Bien sûr, l'IRM fait un better job at this, mais la TDM est beaucoup plus courte à réaliser. L'IRM va nous faire perdre beaucoup de temps, malheureusement. Speaking of MRI, pour l'IRM, les deux séquences qu'on doit demander obligatoirement en cas d'AVC, mais pas dans l'urgence, c'est pour confirmer le diagnostic. Il faut demander une séquence DWI ou la Diffusion Weighted Imaging. Diffusion Weighted Imaging. Séquence pondérée par la diffusion. Peu importe comment elle s'appelle en français, je ne sais pas. Et le Apparent Diffusion Coefficient, ou là le coefficient de diffusion apparenté. C'est une séquence apparentée à la DWI parce que l'hypersignal qu'on va observer dans le DWI va être obligatoirement suivi par un hyposignal dans le ADC. Et si ce n'est pas le cas, on parle de T2 shine through et ce n'est pas un AVC ischémique. Donc, retenez que la séquence DWI à elle-même n'est pas interprétable et l'hypersignal dans le DWI ne suffit pas pour poser le diagnostic d'AVC ischémique. OK? Il faut demander une séquence ADC qui va complémenter la séquence DWI et elle doit avoir plutôt une hypo-intensité ou un hyposignal qui est superposable sur l'hypersignal de DWI avant de dire que le patient a fait véritablement un AVC ischémique. Right? Maintenant, on va passer aux modalités thérapeutiques. Nous avons premièrement la thrombolyse intraveineuse ou la fibrinolyse et la thrombectomie mécanique ou bien la thérapie endovasculaire. Alright? On va comparer un petit peu les deux. Vous allez apprendre que la thrombectomie mécanique est un traitement miracle. Wallah, c'est miraculeux et j'adore trop. Pour comparer la thrombolyse intraveineuse et la thrombectomie mécanique, premièrement, la thrombolyse, c'est une injection de tenecteplase ou alteplase. By the way, anciennement, nous avons toujours pensé que l'alteplase est le class 1 ou the most highly recommended IV thrombolytic pour l'AVC ischémique, mais dans les récentes recommandations, le tenecteplase est aussi recommandé. Il est encore plus recommandé parce que c'est une injection unique, un seul bolus avec une injection. Par contre, l'alteplase est une injection plutôt continue et parce que parce que la durée de vie de l'alteplase est beaucoup plus courte, donc il faut l'instaurer en sécrétion continue en IV. Et heureusement, le tenecteplase est devenu un médicament de première intention. Par contre, la thrombectomie mécanique est une intervention endovasculaire radioguidée. Elle est réalisée par un radiologue interventionnel et chez certains pays,
il existe une sous-spécialité de la neurologie vasculaire qui est la neurologie interventionnelle. Et c'est les neurologues qui sont formés pour réaliser ces procédures, comme les cardiologues interventionnels qui font l'angioplastie, par exemple. C'est presque la même chose. Le traitement thrombolytique intraveineux est efficace dans uniquement un tiers des cas. Par contre, la thrombectomie mécanique est efficace dans plus de 90% des cas avec un NNT de 2 à 3. NNT, c'est Number Needed to Treat. C'est un paramètre épidémiologique qui dit que à peu près pour avoir le bénéfice d'un seul patient, ou bien pour qu'un seul patient bénéficie du traitement, il faut traiter 2 à 3. Donc, sur 2 à 3 patients, un patient bénéficie du traitement et c'est one of the most effective treatments in all of medicine. C'est vraiment un traitement miracle. OK? La thrombolyse intraveineuse est active sur les petites occlusions distales. Donc, si le score aspect est en faveur d'une large vessel occlusion, la thrombolyse intraveineuse ne va pas vraiment traiter notre patient. Et la thrombectomie mécanique est active sur les grandes occlusions proximales. Donc, c'est ça la différence. Mais retenez et gardez en tête qu'en cas de thrombectomie mécanique euh, disponible dans l'immédiat, il faut quand même donner la thrombolyse intraveineuse parce que, par exemple, pour préparer la salle de KT ou le bloc pour traiter le patient par thérapie endovasculaire, il faut une préparation de cette salle qui va durer à peu près 30 minutes. Et dans chaque 1 minute, le patient va perdre à peu près 2 millions de neurones. Et 2 millions de neurones, c'est trop, hein. OK? Maintenant, les indications de thrombolyse dans l'AVC ischémique. Comment traiter, comment procéder. Premièrement, j'analyse le patient avec suspicion d'AVC. À l'interrogatoire, un score NIH, etc. etc. واش نديرو؟ Premièrement, pression artérielle, elle doit être maintenue inférieure à 185 sur 110 mm de mercure. رجليناها. By the way, les dernières recommandations de l'American Heart Association, American Stroke Association, يقولوا لنا باللي il ne faut pas réguler de façon agressive بزاف la tension artérielle et la glycémie parce que surtout pour la glycémie il faut la maintenir inférieure à 4 grammes par litre et supérieure à 0,7 mais le patient va avoir tendance à faire des hypoglycémies sous insulinothérapie. Si on va essayer de maintenir sa glycémie inférieure à 4 grammes et malheureusement, il ne faut pas vraiment être très agressif dans cette insulinothérapie. Donc, nous avons déterminé la pression et régulé notre HTA. Elle est contrôlée à moins de 185 sur 110, mais toujours supérieure à 160 à peu près de systolique pour protéger le cerveau et ne pas causer une hypoperfusion cérébrale. Si la thrombolyse est indisponible, on peut laisser une pression artérielle plus haute et qui doit être maintenue moins de 220 mm de mercure pour la systolique. Les déficits handicapants, le score NIH Stroke Scale doit être calculé et il doit être supérieur à 5, avec quelques exceptions qui m'en là. Après que nous avons réglé notre pression artérielle, notre glycémie, et que le déficit soit vraiment handicapant, il faut réaliser un bilan d'hémostase. TP, TCA, INR. Après ça, il faut faire une TDM sans injection de produits de contraste qui va éliminer une hémorragie. Donc, le bilan de notre patient خرج normal et la TDM cérébrale ها واش خرج فيها. واش راك تشوف؟ Voici un signe du vaisseau dense ou la dense vessel sign. Et nous avons complété par une TDM, angio-TDM phase artérielle. Et nous avons l'artère cérébrale moyenne gauche. Pourquoi gauche et non pas droite? Parce que dans l'imagerie, on va voir la coupe من التحت ماشي من الفوق. Donc, the patient's right is on your left et vice versa.
Ok, notre patient, درنا له bilan d'hémostase, درنا له TDM sans injection de produit de contraste. واش نديرو par la suite, il faut éliminer les contre-indications absolues en se basant sur la TDM cérébrale et le bilan d'hémostase et d'autres notions. Donc, les contre-indications absolues sont l'hémorragie active, pas forcément intracrânienne, et la diathèse hémorragique, ou là ce qu'on appelle le risque de l'hémorragie qui est élevé. Par exemple, en cas de trauma récent, en cas de coagulopathie, en cas d'anticoagulation active, et c'est l'intérêt du bilan d'hémostase, et en cas d'AVC récent, les antécédents d'hémorragie sous-arachnoïdienne diffuse, ou là, peu importe, sont des contre-indications absolues et définitives de la fibrinolyse, même en cas de STEMI. La fenêtre thérapeutique, donc nous avons éliminé toute contre-indication, nous avons régulé notre pression artérielle et glycémie, la suspicion d'AVC est active et le déficit est handicapant, il n'existe pas d'hémorragie intracrânienne. La fenêtre thérapeutique, c'est quoi? Le patient soit présent dans les délais de 4,5 heures, 4 heures et demie, de l'installation des déficits. Le cas, on ne sait pas à quelle heure les déficits ont commencé, qui est notre patient, nous avons parlé de last time known well. Il faut que le patient soit présent dans les délais de 9 heures de la dernière heure constatée normale, avec le plus hadaya, c'est pour les données qui vont objectiver une viabilité du tissu cérébral. Donc, c'est l'intérêt de l'imagerie de perfusion. Pour les indications de la thrombectomie mécanique en cas d'AVC ischémique, le patient doit présenter des déficits handicapants, c'est toujours le score NIH Stroke Scale. Il faut que la fonction de base soit raisonnable, il faut que l'occlusion soit proximale et large, et le cerveau soit viable. Pour les déficits handicapants, c'est toujours le score NIH Stroke Scale qui va déterminer ça. Pour la fonction de base raisonnable, par exemple, qui m'a retenu comme morbide, un patient atteint d'une démence ou d'une maladie d'Alzheimer, il est confiné au lit, la thrombectomie mécanique va encombrer notre bloc pour avoir à la fin aucun résultat, aucune amélioration. Le pronostic est défavorable d'emblée, malheureusement. L'occlusion doit être proximale et large et c'est l'intérêt de l'angio-TDM et le cerveau viable. Alors, je vous pose encore une question. Comment évaluer la viabilité du tissu cérébral avec un scénario réel? Supposons qu'un patient se présente pour un syndrome neurologique focal, comme illustré dans ce cas, c'est un syndrome sylvien gauche, installé il y a 7 heures, donc il a dépassé les 4 heures et demie, et que l'imagerie TDM ne montre pas d'hypodensité systématisée. Donc, l'imagerie TDM n'est pas en faveur d'un AVC constitué irréversible, et ce phénomène est appelé Clinical to Imaging Mismatch. Donc la clinique, elle est présente, mais l'imagerie n'est pas en faveur d'un AVC ischémique constitué. Donc, on peut dire que le cerveau est viable, mais pour être plus précis, il faut demander une TDM de perfusion et le rapport pénombre sur infarctus va nous permettre d'établir une viabilité réelle parce que la zone de pénombre est une zone récupérable et dont le traitement va cibler. Pour notre patient, vous avez cet rapport pénombre sur infarctus est présent. Le patient a été thrombolysé. Malheureusement, la thrombolyse n'a pas eu une récupération clinique et la thrombectomie endovasculaire was done. Et le score NIH Stroke Scale حبط تحت 4, il est moins de 5. Was our treatment efficient? Yes, it was very efficient. Et quelle est la prochaine étape? What was the primary goal تاعنا? La levée de l'obstacle. نحيو le thrombus. Nous avons reperméabilisé l'artère avec succès. Deuxième étape, traiter les complications. Et là, c'est le séjour en réanimation. Premièrement, pour la reperméabilisation. Deuxièmement, c'est la prévention des lésions secondaires. Pardon. Et qui dit lésions secondaires dit transformation hémorragique de notre AVC ischémique, œdème cytotoxique sévère avec risque d'engagement cérébral, les axos ou agressions cérébrales systémiques secondaires, la récidive précoce de l'AVC, les crises épileptiques secondaires ou là symptomatiques.
Pour les axos, on va parler de l'hypercapnie, hypocapnie, l'hypoxémie, l'hypoxie, l'hyperthermie et l'hypothermie. Et voilà, donc c'est ça, c'est des agressions qu'on doit prévenir. Comment se faire? Premièrement, il faut contrôler la pression artérielle. On vise une PAS entre 100 et 160 mm de mercure. Done? Mais كيفاش نسيبليو كيفاش on va cibler la pression artérielle لو كان elle est trop élevée elle est trop élevée elle dépasse les 160 on va utiliser l'oxane ou le nicardipine à la sape. Deuxièmement, il faut prévenir les axos. On a axos risque infectieux par l'hyperthermie, donc il faut bien sûr avoir des règles d'asepsie rigoureuses. Il faut éviter l'hyperthermie et l'hypothermie. Il y a aussi la glycémie pour les dysglycémies. Si elle est basse, on donne le glucosé. Si elle est élevée, on instaure l'insulinothérapie à la sape. Si la capnie est dysrégulée, on va se baser sur la ventilation mécanique pour euh, corriger une hyper ou hypocapnie. Et bien sûr, l'oxygénothérapie pour l'hypoxémie. L'œdème cytotoxique et les crises épileptiques, on va les traiter par les médicaments. L'œdème cytotoxique se traite par l'osmothérapie, mannitol, et les crises épileptiques, ces symptomatiques vont être traitées. Tout dépend. Le cas, généralement, on va donner le Tegretol ou là le phénobarbital. Pour le séjour de réanimation, il faut faire une évaluation neurologique quotidienne et on parle de détérioration neurologique. Le can كل يوم نديرو un score NIH stroke scale et on tombe sur 3 points ajoutés من البيسلاين تاعنا كيما le patient تاعنا il a commencé son séjour de réanimation après le traitement avec un score à 4. Si le lendemain il présente un score de 7, on parle de détérioration neurologique, il faut faire attention. Et ça, c'est toujours la réanimation médicale après avoir, au tout début, hospitalisé notre patient dans ce qu'on appelle l'unité neurovasculaire. Pour la prévention des récidives, il faut faire sortir le malade après la réanimation avec une lettre d'orientation pour les étiologies et leur prise en charge, par exemple le cardiologue, etc. Et il faut donner l'aspirine, clopidogrel et statine, donc double anti-agrégation plaquettaire, et les statines pour réguler les... c'est le traitement anti-hypercholestérolémion pour stabiliser les plaques d'athérome. Troisième objectif, c'est la prévention des récidives. Et on passe à notre section. Alors, pour cette section, on va déterminer le mécanisme d'AVC et l'étiologie et traiter convenablement. Pour passer à cette étape, il faut bien sûr confirmer et avec certitude. Bien sûr, notre diagnostic est déjà très clair, mais bear with me. Il faut confirmer que le patient vraiment a fait un AVC ischémique parce que retenez en tête que dès la présentation du malade, atteindre la confirmation diagnostique, on parle d'AVC probable. Même quand on donne le traitement intraveineux, on parle d'AVC probable. OK? Donc, le patient a une IRM DWI ADC. La séquence DWI, je fais une hyperintensité ou un hypersignal dans le territoire profond de l'artère sylvienne, c'est ce qu'il reste parce que le reste du territoire a été récupéré grâce à notre thérapeutique. Et bien sûr, la superposition par la séquence ADC va nous montrer une hypo-intensité ou là un hypo-signal. Diagnostic confirmé. AVC ischémique sylvien gauche. Pour parler des mécanismes de l'AVC ischémique, il faut faire appel à la triade de la thrombose ou là, la triade de Virchow, ou là, la triade de Virchow, call it however you want, qui est représentée par 3 éléments. La stase veineuse, la stase artérielle dans ce cas, l'hypercoagulabilité et les lésions vasculaires.
Pour explorer la stase artérielle, dans ce cas, on va demander un Holter ECG, une échographie transthoracique et une échographie transœsophagienne. L'Holter ECG au Chidir, il va rechercher ce qu'on appelle les étiologies cardio-emboliques paroxystiques. Par exemple, une fibrillation atriale paroxystique, à l'admission, ما لقيناهاش في l'ECG, لازم نديرو un Holter ECG, donc le patient va avoir un ECG placé durant 2-3 jours, tout dépend de la durée, pour rechercher une fibrillation atriale qui est infraclinique, qu'on ne va pas vraiment euh, capter par un ECG aléatoire fait à l'admission, mais l'Holter ECG va nous permettre de la capter. Le TT et le TO, c'est pour la recherche d'un thrombus intracavitaire, intra-ventriculaire gauche par exemple, ou l'intra-atrial gauche. Là, le thrombus, parfois il va être fragmenté et avec la systole cardiaque, il va être propulsé vers les artères cervicales, l'artère carotide et puis l'artère cérébrale moyenne. Il a avec le thrombus et il va engendrer un AVC à un moment donné. Donc, ils vont rechercher les thrombus intracavitaires. Bien sûr, quand on cherche les causes cardio-emboliques, il faut traiter par la suite. On va parler des étiologies. Bien sûr, il faut retenir que les mécanismes de l'AVC ischémique et les facteurs de risque de l'AVC ischémique are not the same things. Pour les lésions vasculaires, on va demander une imagerie de la tête et du cou avec produit de contraste. Par exemple, une angio-IRM des artères cervicales, ou là, une angio-TDM des artères cervicales, ou là, une écho-Doppler des troncs supra-aortiques. Là, on va rechercher, bien sûr, c'est un territoire antérieur, on ne va pas s'acharner à demander une imagerie qui intéresse les troncs vertébro-basilaires, mais dans un bilan de prévention des récidives, ils vont rechercher surtout les complications vasculaires de l'athérosclérose et les, euh, les sténoses significatives des grands troncs artériels. Donc, ce sont des étiologies de l'AVC. Par exemple, chez notre patient, بالك نلقاو, grâce à l'écho-Doppler des troncs supra-aortiques, on va trouver une sténose de l'artère carotide interne significative, donc elle va dépasser les 50% de la lumière vasculaire. Ou là, نلقاو une dissection artérielle, ou là, peu importe. Donc, c'est ça l'intérêt. Pour l'hypercoagulabilité va être tout simplement explorée grâce au bilan d'hémostase. Par exemple, un syndrome d'antiphospholipide, là, on va compléter par des anticorps. Par exemple, anticorps tel le lupus ou là, tel le SAPL, etc. Là, c'est les bilans de thrombophilie. Grâce à ce mécanisme, on va classer notre patient dans les AVC petit tronc ou là, large tronc, les AVC, ce qu'on appelle cardio-emboliques, et les AVC par hypercoagulabilité. Par contre, sometimes we just don't know منين جا l'AVC ischémique. On parle d'AVC embolique de source non déterminée, ou là, ischemic stroke of undetermined, ou la embolic stroke, pardon, of undetermined source, ISIS. هذا, c'est comme le cas des FA paroxystiques, les ما نلقاوهمش même pas في l'Holter ECG. On va classer le patient dans les ISIS. Après, on va refaire un Holter ECG. بالك نزيدو نطيحو sur une FA. Et le diagnostic de cardio-embolique est déjà posé. Il faut savoir aussi que c'est uniquement les AVC à large tronc, ou là, les pathologies des troncs larges artériels, qui peuvent engendrer un AIT. Les AVC lacunaires, donc à cause des lésions des petits troncs artériels, ou là les AVC par hypercoagulabilité, ne sont pas intéressés par les AIT. C'est uniquement l'atteinte des grands troncs comme l'artère carotide, vertébrale, l'artère cérébrale antérieure, moyenne, postérieure, basilaire. C'est ça les types d'artères qui peuvent donner une symptomatologie d'AIT, ou là, donner un AIT carrément. Par contre, les autres, même douche. Donc il faut garder ça en tête. Et au final, je veux vous dire que dans la majorité des patients, plusieurs mécanismes et étiologies de l'AVC ischémique sont incriminés
et il faut traiter le patient. C'est le rôle de la prise en charge multidisciplinaire. L'AVC ischémique est une urgence neurologique traitée par les neurologues, certes, mais elle va nécessiter tout au long de sa prise en charge d'un réanimateur, d'un cardiologue, d'un radiologue, radiologiste interventionnel, etc., 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 parfois même la médecine interne. Et c'est ça, c'est une urgence extrême, time is brain, et il faut garder ça en tête, la râle. Alright, back to our patient. Nous avons instauré le patient sur règles hygiéno-diététiques pour modification des facteurs de risque. L'Holter ECG nous a montré une fibrillation atriale paroxystique. Le patient est mis sous DAPT type aspirine et clopidogrel et anticoagulant oraux direct type, apixaban. Merci au cardiologue. Et finalement, le patient est envoyé chez un MPR pour rééducation fonctionnelle de son handicap. Now it's time for the treatment algorithm, ou là, la conduite à tenir qui va. C'est juste un récap de tout ce que nous avons fait dès le début. Donc, à l'interrogatoire, time of symptom onset ou le temps d'installation, ou là, la dernière constatation normale, le cas de l'AVC. Les antécédents thromboemboliques, le trauma récent ou la trauma à cause de l'AVC, la prise médicamenteuse, surtout les anticoagulants, pour éliminer rapidement les contre-indications de la thrombolyse. L'état neurologique de base, est-ce qu'il mérite un traitement ou là. L'examen physique, tension artérielle et dextro, attention, mettre régulé de façon très agressive. Le CG, est-ce que le rythme est sinusal ou pas? L'examen neurologique, il doit être rapide pour établir un score NIH Stroke Scale. Maintenant, les pupilles, les postures de décortication des cérébrations, etc. pour les patients comateux, pour rechercher la profondeur de notre coma, est-ce qu'il y a une mort cérébrale, etc. Et le score NIH Stroke Scale, bien sûr, il doit dépasser les 5 points. Le traitement, soit thrombolyse, soit en thrombectomie mécanique. خلاص أنا عندنا un stroke likelihood طالعة, la suspicion d'AVC كاينة, l'interrogatoire est en faveur. La pression artérielle, elle est régulée grâce à la nicardipine sous 185-110. La glycémie كانت 1,4 لينها كيما راهي, mais le كان dépassé 4 grammes d'insuline, il a moins de 0,7 glucosé. Déficit handicapant, donc l'échelle NIH Stroke Scale مدت لنا score supérieur à 5. Le bilan d'hémostase لازم يخرج normal. Un TDM sans injection de produit de contraste doit éliminer une hémorragie. Il faut éliminer une hémorragie active, peu importe la localisation, et éliminer les facteurs de risque d'hémorragie, comme le trauma, la coagulopathie, la prise d'anticoagulants active bien sûr, l'AVC récent et les antécédents d'hémorragie sous-arachnoïdienne. Si le patient se présente en moins de 4,5 heures d'installation des déficits, il est dans la fenêtre temporelle, donc on donne la thrombolyse intraveineuse. S'il ne sait pas il doit préciser la dernière heure constatée normale. Si elle est moins de 9 heures et que son cerveau est viable, remember, soit clinical to imaging mismatch, donc dire TDM, il n'y a pas d'hypodensité, le cerveau est viable, soit on fait une TDM de perfusion et on tombe sur une zone de pénombre récupérable. Méthode de thrombolyse. Et pour les indications de thrombectomie, le score de NIH Stroke qui est toujours supérieur à 5, fonction de base doit être raisonnable, l'occlusion doit être proximale et large, précisée par l'angio-TDM, et le cerveau doit être viable. Comment évaluer la viabilité du tissu cérébral? Again, si il y a un clinical to imaging mismatch, donc il n'y a pas de il n'y a pas de concordance entre la clinique et l'imagerie. Donc, la clinique dépasse à 4h30 et l'imagerie ما كانش AVC constitué, on traite. Et sinon, des TDM de perfusion. Le patient c'est bon traité, le score il est récupéré moins de 5, etc. Le patient présente une amélioration clinique. Il passe à la réanimation. Il faut contrôler la pression artérielle, ne doit pas tomber sous 100 mm de mercure pour la systolique et ne doit pas dépasser 160. Il faut traiter les axos et les prévenir plutôt, donc éviter les infections
éviter l'hypothermie, les dysglycémies à traiter, les dyspapnies, donc hypercapnie, ventilation mécanique, l'hypoxémie, oxygénothérapie, l'œdème cytotoxique, on donne le mannitol, les crises épileptiques symptomatiques ou la secondaire à l'AVC, on donne le Tigretol ou la carbamazépine, ou le phénobarbital. L'évaluation neurologique, elle est quotidienne. Si le patient présente une détérioration neurologique définie par un ajout de 3 points à l'échelle NIS Stroke Scale par rapport à la base, à la réanimation, il faut déclarer une détérioration neurologique. Donc, ça se traite, c'est spécialisé, je ne vais pas détailler ça. Et il faut par la suite déterminer le mécanisme de son AVC ischémique, le mécanisme, donc, think in Virchow's triad, soit blood stasis, soit hypercoagulability, soit vascular lesion. La stase artérielle, donc, il faut demander un ECG Holter, un ETT, une ETT, une ETO. Pour l'hypercoagulabilité, réaliser tout simplement un bilan d'hémostase. Pour les lésions vasculaires, il faut réaliser des imageries des troncs supraaortiques. Et il faut classer le patient selon le mécanisme et selon l'étiologie. Petit tronc, large tronc, cardio-embolique, hypercoagulabilité ou la ISIS. Généralement, le patient est classé sur plusieurs étiologies à la fois et chaque étiologie va avoir son propre traitement médicamenteux et son propre traitement par modification des facteurs de risque et les règles hygiéno-diététiques. Et merci beaucoup. On se voit, Inch'Allah, dans une autre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Thank you for your time. This was everything you need to know about the ischemic stroke. On va se voir, Inch'Allah, dans une autre vidéo.